Bonjour à tous et bienvenue dans la Debug Room, l'émission du développement web et mobile, présentée par Teddy Valente et Benjamin Hazan. La Debug Room est disponible un lundi sur deux sur debugroom.fr. Gardez l'œil ouvert, c'est de la section veille. Salut Teddy, comment tu vas? Ça va très bien, Ça va? Bon, t'es prêt à attaquer notre section veille? c'est parti. Et dans la section veille aujourd'hui, je te propose de te présenter un article de SitePoint qui nous a regroupé une petite sélection de 20 ressources pour, plutôt pour les développeurs front, il n'y a pas de doute. Donc c'est voilà, les éléments HTML, la table d'égalité de JavaScript, les sujets pour l'accessibilité web, c'est quand même un point important de plus en plus, et tout un tas d'autres choses tout à fait délicieuses. Je vous invite à aller voir si vous faites du développement front, de l'intégration basiquement. Il n'y a aucune chance qu'il n'y ait rien qui vous intéresse dedans. Donc allez-y, moi je vous recommande de le faire. T'en as trouvé des choses intéressantes? Bah oui, déjà il parle de ECMAScript 6. Et ça, on aime Donc bien. effectivement, même un développeur chevronné, on va dire, c'est pas forcément quelque chose qui est encore très, très bien exploré. C'est clair. Et puis ouais, effectivement, il y a l'air d'y avoir des choses pas mal. Bon, bah, écoute, si c'est validé par tes soins, c'est super. Ah, c'est quoi ça, ZIL? ZIL, c'est, je crois que c'est une, j'en sais rien. Ah, ouais, en fait, c'est une sorte de dictionnaire d'API, quoi. Ah oui, Pour avoir des API offline, plus de 130. Ouais, c'est pas mal, ça a l'air d'être bien. Les cheat sheets, ça j'aime bien. Généralement, j'aime bien ce truc-là. les Ce cheat sheets. truc-là. Ok, très bien. J'irai voir ça, parce qu'effectivement, j'avais pas vu ça. Ouais, non, Non. c'est, bon, il y a toujours des choses intéressantes là-dedans. Il n'y a pas tout à prendre, il n'y a pas tout qui est intéressant, mais il y a toujours au moins une ressource dedans qui vaut le coup d'aller regarder dans les détails. On vous laisse regarder ça. À toi de nous parler de HHVM. Ouais, alors HHVM, on en a déjà parlé plusieurs Ouais. fois dans la DBR. Donc c'est, grosso modo, c'est ce qui pourrait être le futur de PHP. Donc Ouais. même si en ce moment ça stagne un petit peu, PHP, Ouais. la version 6 dont on parle depuis un bout de temps qui arrive toujours pas. Ouais, PHP, c'est clair. Et donc HHVM, donc ça vient de Facebook, Oui. qui eux ils l'utilisent déjà en prod. Ouais. Et donc par contre c'est en quelque sorte c'est une réécriture de PHP et qui change pas mal de choses, mais ils sont en train de faire en sorte que ça soit le plus transparent possible. Et quelle est la bonne méthode pour ça? Et c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est de jouer les tests des principales librairies ou des principaux frameworks ou des principaux CMS qui D'accord. sont sous PHP. Et donc en ce moment, et c'est ce qu'ils sont en train de faire beaucoup, c'est de prendre effectivement tous ces jeux de test et d'essayer de faire en sorte que ça passe, tout simplement. Ouais. Et donc c'est quelque chose qui avance, et là en ce moment, ils sont à 22 frameworks qui sont à 100% de tests qui passent. Donc dans ces frameworks, bah, là on a la liste. Donc moi, il y en a, comme d'habitude, il y en a plein que je connais pas, j'avais jamais entendu parler. C'est clair. Mais voilà, donc on a des choses qui sont très connues comme alors, il y a Codeigniter, Doctrine 2, ouais, c'est connu, mais sans plus. Il y a Drupal. Voilà. Donc même si Drupal, là ce qu'ils ont testé, c'est beaucoup les tests PHP Unit. Ouais. Et Drupal, c'est pas tous les tests ne sont pas sous Non, mais je PHP trouve que Unit. c'est une mais bonne voilà. réutilisation de tests déjà écrits pour valider que Bah ouais, effectivement, ton interpréteur PHP est bon. Non, c'est cool, c'est pour une moi, bonne technique. c'est moi, je trouve. vraiment la bonne chose à faire. Donc c'est ultra transparent, tout ça c'est Ouais, fait de donc façon dedans, on a PHP open source. MyAdmin, on a même MediaWiki. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant PHPVB, là? PHP MyAdmin, ça tous Ouais. les développeurs. Et puis PHP Unit. Donc c'est un petit peu Inception, c'est-à-dire ils testent PHP Unit avec PHP Unit. Bon, blague à part, non, je trouve que la démarche est vachement bonne. Moi, je suis vraiment, ouais, impressionné par l'idée. Puis je trouve l'idée vachement pertinente, quoi, de se dire, bah voilà, il n'y a pas besoin de tout inventer, de recréer des tests, réutilisons ce qui existe déjà. Non. Je crois que c'est une bonne façon de montrer que ce qu'ils ont fait, cette réécriture, reste en grande partie compatible. Yes, Donc absolument. voilà, en tout cas, ça veut bien dire que ça avance et apparemment à grand pas. Yes, c'est cool, bravo. De quoi tu nous parles maintenant? Alors moi, je vais vous parler non pas de PHP, mais justement de la suite. C'est-à-dire que bon, on utilise tous les jours la couche, la pile en français, la pile lampe, donc Linux, Apache,
MySQL PHP, j'ai failli me tromper, pas de blague. Bon, ouais, on vous en a parlé déjà plusieurs fois. La pile qui pourrait être un candidat pour le remplacement de celle-là, c'est Min, hein, c'est MongoDB, ExpressJS, AngularJS et Node.js. Et comme c'est quand même des technologies qui sont très nouvelles, enfin voilà, ça nécessite encore un petit peu de maturité pour être vraiment exploitable en production, en tout cas complètement. Et en tout cas, ça a besoin d'être popularisé un peu plus. Eh bien, je vous propose un article pour une petite introduction sur cette stack, donc voir quel est le rôle de chacun des modules de cette pile, de ce groupement de technologies, et comment on les installe, comment on les utilise, comment ils vont vous accompagner dans la réalisation d'un petit projet de test. Et voilà, moi je l'ai suivi, c'est assez simple, et honnêtement, ça m'a permis de mieux comprendre un peu les tenants et les aboutissants de cette architecture de développement. Moi, j'aime bien. C'est pas pour autant que je vais changer de techno pour le moment, parce que déjà mes clients ne me la demandent pas. Mais c'est vrai que c'est bien de la garder sur le radar, parce que s'il y en a une qui a des chances de percer, c'est quand même celle-là. Donc laissons-la. Commencez à regarder si vous la connaissez pas du tout. C'est un bon point d'entrée. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur cette stack? Ça m'a l'air bien complet. Ouais. Bon, ouais. Après, le seul truc peut-être, c'est que bon, déjà ce que j'aime bien, c'est que c'est full JavaScript. Oui. Donc ça, c'est toujours, enfin c'est ce que je dis souvent, hein, c'est que jusqu'à maintenant, on faisait beaucoup de langages différents. C'est clair. Entre le PHP côté serveur, si on a de la chance de faire que du PHP, et JavaScript, HTML, CSS, et potentiellement d'autres choses encore, comme du Flash, ou je sais pas quoi d'autre. D'autres Ça merveilles. faisait beaucoup de langages à connaître, alors que là, au moins, on a du JavaScript partout. C'est clair. Ouais. Après, ouais, effectivement, ça a l'air pas mal. Je le suivrai, ce tutoriel, parce que finalement, c'est un tutoriel qui te prend bien la main du début à la fin. Ouais, alors je te cache pas qu'il est un peu long, hein, quand même, hein, à aller jusqu'au bout de la chose. Bloque-toi une bonne heure, hein, ça va prendre ça. Donc voilà, faut quand même se prévoir un petit peu de temps. C'est pas un truc, c'est pas une vidéo de 3 minutes à regarder et puis on a tout compris. C'est un peu long, voilà, c'est un peu le sujet. Et ça existe pas encore comme il y avait pour PHP, je sais plus comment ça s'appelait, tu sais, les trucs que tu t'installais, t'avais tout qui était déjà plugué ensemble, tout ça. Ah, genre des mamps, des choses comme ça? Non, c'est ça dont tu parles? Il y avait un nom, il y en avait qui était connu, je me rappelle plus comment ça Il y s'appelait. avait Easy PHP, Oui, voilà, c'est ça. celui-là. Alors ça, je sais pas du tout. Très sincèrement, je pense que ça existe. Moi, je l'ai pas encore vu passer, mais je pense que ça existe. Je sais pas si vous le savez, n'hésitez pas à nous le dire, ça nous intéresse, mais c'est vrai que ça, pour le coup, c'est top. Ouais, c'est clair de faire 2-3 clics, alors c'est bon, j'ai mon environnement de développement prêt. Voilà, pas s'emmerder à tout plugger, sinon autant faire du Java. Ouais, après, ceci dit, l'installation de l'environnement de travail, c'est pas ce qu'il y a de plus long dans le tutoriel dont je vous parle, donc c'est pas non plus la mer à boire, et puis surtout pour comprendre, c'est quand même intéressant. Oui, parce que c'est pas un tutoriel juste pour installer les trucs, c'est pour faire une application aussi derrière. C'est clair. Ouais, très bien, je le suis. Super. On aura fini. Allez. Toi, tu nous parles des CSS 3D. Ouais, bah, je sais pas, je vais pas vous parler des CSS 3D, mais c'est un lien CodePen. Donc sur CodePen, je sais pas si c'est quelque chose qui est très connu, CodePen. Si. Ouais, Non, c'est si, ce qui est plus connu, c'est parce que je vois le plus souvent, voilà, c'est JS Fidel. Ça marche. Voilà. CodePen, c'est la même chose, hein, on va. C'est fait par une autre boîte, mais c'est le même délire. Voilà, c'est vraiment la même chose. Et là, en fait, c'est tout un système solaire qui est fait, qui est représenté. Oui. Avec l'utilisation de CSS 3D. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir comment ça fonctionne. Parce qu'on a le code, voilà, c'est CodePen, on a le code exactement qui est visible tout de suite, et on peut l'éditer en direct et voir ce que chaque variable, ce que chaque fonction fait. Et du coup, le rendu, il est quand même un peu. Ah, il est complètement dingue le rendu. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il est juste ahurissant. Et ça, voilà. Donc ceux qui connaissent pas, qui s'intéressent un peu au CSS 3D ou avec toute la composante JS qui va avec, pour faire ce genre de choses, il y a encore besoin de JS. Ouais, il y a encore besoin de JS. Et voilà, allez pas voir. Tant que ça, hein, sincèrement. Hein.
Ouais, en Non, fait, il y a c'est des choses surtout la cachées. gestion des événements, quoi. Ça, Ouais. on a toujours besoin de, Oui, ça, il y a toujours besoin. voilà, pour répondre aux événements. Mais au-delà de ça, le reste, ça tourne ça fait tout, Ouais, voilà, c'est et tout en effectivement, il y a CSS. tout qui est fait en CSS. Et ça, c'est Quasiment. quand même bien. Voilà, donc allez voir ceux que ça intéresse, même ceux qui s'intéressent pas forcément, parce que ne serait-ce que voir l'animation. Graphiquement, c'est rien que ça, c'est bluffant, ça donne envie de Ouais. s'y intéresser, ça c'est clair. C'est clair. Si ça vous donne pas, si vous n'en avez pas envie maintenant, quand vous aurez vu cette animation, je pense que ça vous donnera, comme moi, envie de vous y intéresser. Exactement. Donc allez voir ça. En plus, c'est vraiment pas juste une démo, en fait, c'est presque une application en elle-même, parce qu'on peut voir, on peut voir la vitesse de chaque vitesse, de chaque planète, et ainsi que la taille. Ah, Voilà. Donc c'est vraiment super bien fait. C'est clair. Et par contre, ça vaudrait presque le coup d'avoir un double écran, d'avoir l'animation à droite et puis le code Ouais, à gauche. c'est vrai que du coup ça prend pas mal de place. Ouais. Enfin voilà, c'est vachement bien fait. C'est un peu dans la même veine que les autres liens que j'avais mis avec l'œil et puis la tête. le Ouais, visage. c'est dans la même veine. Et... Sauf que là, c'est dans CodePen et du coup, on peut vraiment l'éditer en direct dans son navigateur. Voilà. Yep. Et ça, c'est assez impressionnant de voir Grave, ce truc. c'est complètement bluffant. On de arrive voir ce vraiment qu'on à arrive à faire des juste choses, avec du CSS. Alors évidemment, j'imagine que la compatibilité des CSS, des propriétés CSS 3D est un petit peu limitée. Ah bah, ça marche pas CSS6, ça c'est sûr. mais on sait que ça ne fait que s'améliorer, donc n'hésitons pas. Donc, mais bon. En tout Non, cas, c'est cool. merci Un bon à lien. Juliane Garnier de nous avoir fait ça. Yes, c'est bien cool. Bravo à lui. Maintenant, tu vas nous parler de One Page Nav Responsive and Fixed. Ouais, alors c'est toujours un petit peu dans notre petite habitude, on a deux marottes dans la debug room, on a l'ECMAScript 6 et le Vanilla.js. Donc du coup, là c'est du Vanilla.js, donc je vais vous parler. Donc le Vanilla.js, pour vous le représenter, c'est faire du JavaScript naturel, pas de jQuery, pas de prototype. Bon, on fait plus beaucoup de prototype très sincèrement, mais voilà, surtout pas de jQuery. Et donc là, ce qui nous est proposé par cette personne-là, c'est de... alors attends, je crois qu'il s'appelle Vige quelque chose. Voilà. Viljami S. Viljami S. C'est Sébastien. C'est Sébastien. Il nous propose en fait un petit bout de code en JavaScript naturel pour créer une navigation fixe et responsive. Alors que d'habitude, voilà, on utilise plutôt des plugins jQuery pour faire ces choses-là, et du CSS bien évidemment. Voilà, vous avez en JavaScript naturel le code de cette chose-là. Donc c'est évidemment disponible sur GitHub. Vous irez voir si vous avez des projets qui ne nécessitent pas forcément JavaScript. Et ce qui est impressionnant, moi, c'est ça qui m'a bluffé, c'est le côté que ça fonctionne jusqu'à IE6. Et ça, quand même, c'est quand même respectable comme performance, il me semble. Ouais, bien dû s'emmerder pour faire ça. Je pense aussi. Bref, voilà, vous verrez, il y a l'animation du comportement et c'est top. Et vraiment, c'est exactement dans la mouvance des navigations qu'on fait aujourd'hui en responsive web design. Donc bravo à Viljami S. Très bien. À toi maintenant de nous parler d'un petit retour d'expérience sur le NoSQL. C'est exactement ça, C'est un ça. retour d'expérience. Donc c'est Matt Butcher qui est software engineer chez Revolve. Donc on s'en fout de ce qu'ils font Revolve. Mais ce qui est intéressant, c'est que ils ont fait une migration de leur base de données sur une solution de NoSQL. Donc ils ne parlent pas de vers quel Ils ont pas NoSQL dit ils sont laquelle ils ont partis, fait, mais en mais- tout cas ils viennent de Postgre. Et donc ils ont fait ça. Apparemment ils ont bien galéré à le faire. Ils ont rencontré plein de problèmes. Et du coup, ils nous font un retour d'expérience là-dessus. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de... C'est vraiment une mode en ce moment des bases NoSQL ou NoSQL. Et c'est vrai que c'est encore un peu jeune, donc on peut avoir tendance à vouloir se mettre sur ce genre de technologie. On peut être poussé par quelqu'un au-dessus ou par un client à passer là-dessus parce que ça par fait bien l'envie, dire qu'on par a l'attraction de la dernière nouveauté en version. plus. Hein. Mais voilà, c'est pas tout rose. Ouais. J'allais dire tout jaune, je sais pas pourquoi. Non. Mais c'est pas tout rose. Et là, pour le coup, on a un retour d'expérience. Donc ceux qui sont intéressés par ce retour d'expérience, Et puis, ceux c'est pas qui souvent. comptent faire ce genre de choses dans les semaines qui viennent sur leur propre projet, allez voir ça. C'est assez intéressant à lire. C'est en anglais, mais c'est pas très compliqué à comprendre. Et voilà. Donc voilà, pour vous résumer les choses.
Les problèmes qu'ils ont eu, donc c'est déjà qu'ils ont des problèmes sur les outils d'import, Ouais. les outils de reporting, les outils de metrics, qui sont pas forcément ultra développés, qui sont pas forcément ultra Ouais, qui sont pas au niveau de ceux que tu as sur Postgre, en fait. effectivement, Du coup, parce quand t'es habitué, que voilà, quand on est sur une base de données relationnelle, c'est plus vieux comme techno, donc on ouais, a beaucoup plus de choses. plus d'environnement. Voilà, ils ont eu des problèmes aussi beaucoup sur tout ce qui est le querying, je sais pas comment on dit en français, Le requêtage, le requêtage, ouais, je sais pas. Enfin voilà, parce que du coup, bah, ça, par contre, c'est inhérent au moteur. Ouais, c'est clair. Donc, En gros, ce qu'ils expliquent, c'est que NoSQL, ça permet pas de faire des requêtes suffisamment complexes. Et c'est ça, hein, ouais, c'est qui ça. disent, hein, donc, du coup, Alors après, est-ce que c'est parce que c'est une autre façon de penser ou d'écrire ses requêtes, etc. peut-être. Mais voilà. Mais de toute façon, même si c'était le cas, que c'est juste un problème d'utilisation, c'est un problème que C'est quand même un problème. voilà, c'est un problème surtout que tout le monde pourra rencontrer en passant d'une base de données relationnelle à une Parce base de qu'on a données tous nos habitudes dans la base relationnelle, Voilà. il faut être clair, quoi. Donc un bon petit lien à lire pour ceux qui avaient l'idée de faire ça. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de retours d'expérience sur le NoSQL, mais peu qui vont dans le sens, finalement, j'en suis pas satisfait, quoi. Donc, non, mais c'est intéressant. Hein, Ils ce disent genre de même choses. pas spécialement qu'ils en sont pas satisfaits, ils disent juste que c'était pas le bon outil pour eux. D'accord. Oui, pas ça. Et maintenant, tu vas nous parler de quoi? Alors moi, je vais vous parler de ma petite marotte à moi. Alors là, pendant le dossier, on va vous parler d'Amazon Web Services. Et moi, la techno que je regarde pour l'hébergement, c'est surtout la plateforme cloud de Google. Et ils ont fait une petite évolution que moi, j'apprécie pas mal. C'est que maintenant, on peut utiliser GitHub pour faire du push to deploy. Donc, c'était pas possible avant, c'est possible maintenant. Pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Mais moi, je trouve ça cool que Google continue à s'interconnecter avec l'ensemble des services de l'écosystème de l'ingénierie logicielle, hein, pour parler un petit peu dans un langage de CS2I. Mais non, en gros, je trouve ça bien qu'il continue à s'ouvrir. GitHub, c'est vachement utilisé. Et puis, ça va permettre peut-être à plusieurs personnes de découvrir Google App Engine et tous ses copains. Donc moi je trouve ça top. Et je m'en suis pas encore, je l'ai pas encore utilisé, hein, je vous le cache pas. Mais ouais, non, je trouve que c'est un bon move, donc je voulais le souligner. Très bien. Bon, je connais pas du tout la Engine, personnellement. Ok. Je vous en parlerai un peu plus dans un dossier. Ouais, ce serait bien. Ouais, cool. Attends de parler d'ECMAScript. Ouais, donc la ECMAScript, j'arriverai jamais à le dire cette Non, t'y arriveras pas. ECMAScript, JavaScript 6, n'est même pas encore sorti, on parle déjà de 7 et les versions même qui viendront Carrément. après. On espère qu'il y en aura d'autres après, d'autres versions. Bah ouais. Et bah voilà, là c'est un repo GitHub où tout un chacun, comme d'habitude, peut venir discuter et proposer les prochaines grosses fonctionnalités qui seront incorporées dans du coup les prochaines versions de JavaScript ou de ECMAScript. Moi je vois parallèle JavaScript, moi je dis oui. Voilà, donc après, bon, là ça commence à devenir assez... C'est un peu précis, ça. Defensible Classes, très sincèrement, je vois pas du tout ce qu'ils veulent pouvoir dire là-dedans. Mais ça a l'air bien. Si, tu vois ce que c'est, non? c'est l'idée que ça doit être des classes qui sont ultra sécurisées, où on peut pas faire n'importe quoi avec. Enfin, voilà, ouais, il n'y a pas grand-chose derrière. Il n'y a pas de pour détails l'instant. là-dedans, Mais voilà, donc par contre, là, c'est vraiment le début de l'initiative, hein, parce que, comme je te disais, avec MyScriptis, on commence à en parler, on commence à voir pointer le bout de son nez. T'as eu combien de commits dessus? Ouais, t'en as eu 11, donc effectivement, Ouais. c'est le début même des contributeurs. Il y a que 4 contributeurs. Après, ce qui est intéressant, c'est les discussions qu'il y a autour, parce que voilà, c'est vraiment en cours, et surtout, là, il n'y a rien d'officiel ou quoi que ce soit, c'est vraiment une initiative qui a été lancée par la communauté. Voilà, pour voir ce qu'on peut acheter les prochaines fois. Donc, pour ceux qui veulent s'investir ou qui s'intéressent à l'avenir de notre travail, parce que finalement, c'est ça qui est en train de se jouer, c'est pas mal à voir. Yes. À ton tour maintenant de nous parler de Ladder. Alors Ladder, en fait, c'est un petit script PHP qui va nous permettre de versionner les modifications qu'on fait dans une base de données. On sait par exemple dans Symfony ou
J'imagine que dans Zend aussi. On a un mécanisme de migration dans Rails, on l'a aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais, je pense que tout vient de Rails en fait. Alors peut-être que que Rails est le père de toutes ces choses-là, mais du coup, là, ça vous permet en fait d'exploiter le concept de migration, donc de dire, bah voilà, modification 1, je rajoute une table, modification 2, je rajoute une colonne, etc., etc., et d'avoir la possibilité donc de le créer hors de tout framework, puisque typiquement quand on fait du WordPress, bah voilà, on l'a pas. Quand on fait d'autres types de CMS, c'est des choses qui nous manquent, et donc de versionner tout ça dans des petits fichiers. Et une des choses intéressantes qu'il y a dedans, c'est qu'il est capable, genre quand tu fais tes modifs directement dans la base, de les réextraire dans des migrations. Donc de décrire pour toi les migrations que tu as faites, de manière à ce que tu n'aies pas à aller à te dire, bah, alors qu'est-ce que j'ai rajouté, qu'est-ce que j'ai fait comme modif pour que mon code marche bien maintenant. Parce que les modifs que je fais dans mon code, bah, je l'ai dans mon Git, donc ça j'ai pas de souci. Mais par contre, les modifs que j'ai fait dans la base, ça c'est plus galère. Alors une de ses faiblesses, c'est qu'il va pas vous regarder les données, il va regarder que les structures. Donc voilà, si vous avez, s'il y a des problématiques de données, par exemple de paramétrage, bah, il faudra les reprendre en charge en plus de ça. Paramétrage, faut pas qu'ils soient en bas, de toute façon. Ouais, ça peut. Ouais. Bon, effectivement, ça ressemble beaucoup à ce qui est fait dans Rails. Ouais. Mais bon, après, c'est quand même vachement plus sympa dans Rails, quoi. Espèce de fanboy, ouais. Non, c'est pas ça, tu vois, c'est quand même. C'est verbeux? C'est très verbeux. Ouais, je suis d'accord. Mais ça, voilà, mais après, c'est effectivement. Si après, quand t'as rien d'autre, au moins t'as quelque oui, chose. c'est Quoi, clair. t'es pas tout Puis un nu, mécanisme de migration comme ça, c'est quand même ultra utile. c'est clair. Très bien. À toi maintenant de nous parler de la manipulation des flexbox. Ouais, les flexbox, c'est quelque chose qui est nouveau en CSS, qu'on peut commencer à utiliser, enfin, à vérifier sur Caniuse.com. par exemple. Mais là, ce qui est intéressant sur le lien que vous irez voir dans les notes de l'émission, c'est que en fait, on peut jouer avec les flexbox directement dans le navigateur avec l'interface qui va bien, en jouant sur les différents paramètres. Voilà, donc il y a rien d'extraordinaire, mais pour les personnes qui veulent aller voir ce que c'est. Ça permet de visualiser en fait, c'est ça? Exactement. Ouais, je comprends. Voilà, c'est directement dans le navigateur. Voilà, c'est super bien fait, c'est vachement efficace. Moi j'ai eu du mal à le comprendre, mais en fait ce qu'il faut voir, c'est que si vous voyez en vidéo, c'est dans le contrôle panel qui est là sous la souris qu'en fait on rajoute ces flexbox. Moi, ah ouais, je l'aurais pas deviné là. Ouais, moi j'aurais Heureusement que tu nous as fait la démo. En fait, on rajoute, pour ceux qui nous écoutent en audio, c'est dommage, mais quand vous irez voir, vous comprendrez dans la colonne de droite, le deuxième. Appuyez sur le bouton plus du contrôle panel, vous comprenez tout de suite comment ça marche. Et après, vous pouvez jouer, voilà, le mettre en flexi ou fixe, et puis après jouer avec la taille du navigateur pour voir qu'est-ce que c'est que ça donne. D'accord. Non, c'est cool. Ouais, c'est vachement bien, ça, les Ouais, flexbox, ça résout plein de problèmes qu'on avait jusqu'à maintenant dans les CSS avec les layouts qui vont jamais comme on veut, et où on est obligé d'acheter des divs, wrappers, etc. Voilà, non, c'est vachement bien pour se rendre compte qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça c'est bien très bientôt, ça arrive bien. Ça commence à être un petit peu démocratique. Exact. Top. Maintenant, tu vas nous parler de Smart Crop. Oh mon dieu, j'ai été ébahi par cette librairie. Alors c'est une lib.js, toute bête, qui vous promet la chose suivante. Je prends une image de 100 par 200, et je vais en faire une image de 100 par 100. Il va falloir que je taille dedans, parce que je vais pas pouvoir, ou alors que je laisse du blanc autour, mais si je veux pas de blanc autour, il va falloir que je taille dedans. Et on sait très bien que quand on utilise des scripts de recadrage automatique, donc pas contrôlés par l'utilisateur, ça retaille au mieux au centre, sinon sur le côté. Bref, si on le programme, c'est en gros ça que ça cadre jamais comme il faut, l'utilisateur est jamais content, et pourtant c'est quand même tout automatique, donc c'est quand même intéressant. Bref, ce que nous propose SmartCrop, c'est de dire je vais développer, enfin SmartCrop a développé des algorithmes de reconnaissance d'images qui vont permettre d'analyser ce qu'ils appellent les zones chaudes de l'image et donc de centrer le cropping, donc la découpe de l'image, sur cette zone-là. Alors, pour ceux qui sont en vidéo, vous verrez des exemples de quelles sont les images qui sont, comment effectivement la zone chaude est détectée et du coup quel est le cropping qui est fait. Juste pour, bon ça c'est juste pour que vous compreniez un petit peu comment est calculée la chose et que vous puissiez juger de la pertinence de ce truc-là. Moi honnêtement, je trouve qu'évidemment c'est un truc d'exemple de l'IRA, donc les exemples sont toujours bien choisis, mais je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est un problème qu'on a souvent. Alors deux choses à savoir, un, le cropping
le retaillage de l'image, pardon, est fait en JavaScript. Donc il est fait sur le poste client. D'accord? Donc ça résoudra pas vos problèmes de performance. Vous enverrez toujours vos images en pleine taille et vous les retaillerez après. Donc si c'est pour des problèmes de performance, c'est souvent pour ça que moi je développais ça typiquement avec teamsum.php qui me fait du retaillage côté serveur pour envoyer que les images de la bonne taille. Et ça résout pas ce problème-là du tout. Comment ça le résout? Donc du coup c'est un petit bout de code JavaScript qui va sur lequel vous allez lui dire bah voilà, moi cette image-là, je veux que tu me la retailles en 100 par 100. Ça ne fallait pas la retailler. On est d'accord. Pour les gens en audio, il s'agit d'une jolie fille, vous aurez compris. Vous l'aurez certainement deviné. Et alors, moi je trouve que la promesse est un petit peu galvaudée parce qu'en fait, ce que te répond Smart Crop quand tu lui demandes, quand tu lui dis vas-y fais-moi le crop en 100 par 100 d'une image en 200 par 200 par exemple, il te répond en fait les coordonnées du coin supérieur gauche et inférieur droit de l'image. Après, c'est à toi de faire le petit bout de code JavaScript. Là, l'exemple qu'il donne, c'est par exemple de le mettre dans un canevas et de déterminer, tu fais un canevas en 100 par 100, puis tu dessines l'image dedans, et des fonctions hyper simples en JavaScript pour le faire. Mais voilà, il te recrée pas une image en data URI par exemple, que tu peux intégrer dans un tag IMG direct, des choses comme ça. Donc il faut un petit peu de boulot quand même pour que ce retaillage soit complètement exploitable. Moi, tu vois, en termes de voilà, pour moi c'est une très très belle démo technique et il manque vraiment pas grand chose pour en faire un truc exploitable complètement. Donc ouais, le plus gros du boulot il est fait quand même. bah grave, moi je trouve que le plus gros est fait. Après voilà, s'il y avait juste enregistré l'image derrière, c'est pas plus compliqué. c'est clair. Mais voilà, donc c'est intéressant. Donc là aujourd'hui la démo qui nous est proposée, voilà, vous prenez une image normale, vous faites le retaillage, vous demandez à SmartCrop de détecter les coordonnées de la zone pertinente, de la zone chaude de l'image, et vous la redessinez dans un canevas de la taille de l'image que vous voulez avoir en destination. C'est comme ça qu'ils nous proposent, qu'ils font la démo. Voilà, moi j'ai pas grand chose d'autre à ajouter là-dessus. Je trouve que moi je trouve que ça résout des problèmes que j'ai rencontrés plusieurs fois sur des projets. Ouais, après, effectivement, il y a des fois, il cadre un peu bizarrement. Ouais, et des fois c'est un peu bizarre effectivement, mais pas tout. Non. Moi je trouve qu'il cible quand même beaucoup mieux que les trucs où de toute façon c'est toujours au milieu quoi. Ouais. Non, effectivement, ouais, là, par contre, c'est mal cadré. Ouais, c'est bizarre sur la fille allongée, c'est curieux, ouais. Non, mais c'est pas mal. Ça peut être un bon truc pour proposer un premier crop et si c'est bon, l'utilisateur il a juste à appuyer sur valider Ouais, et proposer derrière un autre système de crop si Ouais. besoin. c'est clair. Oui, ça peut Pas être mal. une idée de voir ça comme ça. Ok. Très Bon, bien. est-ce qu'on passe rapidement sur les différentes sorties de la semaine? Alors c'est pas forcément de la semaine, mais c'est des dernières Récentes. semaines depuis le dernier épisode, on va dire. Oui, alors très rapidement, on a eu WordPress 3.9 Yes. qu'ils ont appelé Smith. Ça change pas des masses de choses, hein, ça reste WordPress. Grosso modo, le principal que ça aura changé, c'est au niveau de la gestion des médias. Ouais. Voilà, de toute façon, c'était un peu Ouais, bordélique. C'était un peu compliqué, ouais. Moi, personnellement, j'ai jamais compris comment ça marchait. Les galeries de WordPress, tout ça, je suis peut-être un peu bête, hein, c'est fort probable. Mais j'ai pas trop compris comment ça marchait. Des fois, ça se met dans la galerie, des fois non. Voilà. Alors, j'espère qu'ils ont amélioré ça. Je t'avouerai que j'ai pas eu le temps de regarder encore. Ouais, bien sûr. Bon, enfin, voilà. De toute façon, à part ça, il n'y a pas grand-chose qui change. Donc vous Ouais, il y a pouvoir des fixes de sécurité, quelques améliorations de performance, quand même, Ouais. un peu comme à chaque fois. Mais de toute façon, vous devriez pouvoir mettre à jour vos WordPress sans Ouais. problème. D'autant plus que maintenant ils se mettent à jour automatiquement. Oui, en plus, c'est vrai. Sinon, on a eu aussi Drupal, donc là c'est que de la security fix. Donc pour Drupal 7 et Drupal 6, n'hésitez pas à mettre à jour. Et on a Rails 4.1 qui est plus en bêta en fait. D'accord, Donc, qui on est en plus en avait- release candidate 2, qui est C'est ça. sorti en fait, c'est ça. Hein. Et donc elle était déjà utilisable de toute façon avant en prod et puis maintenant elle est plus. Attends, et C'est la maintenant, vraie version. donc, l'éditeur de ça. Rails a officiellement déclaré que c'était exploitable en production. C'est ça. Super. Et donc on en a déjà parlé de ce qu'il y avait Oui, dedans oui. avant. C'est pas une énorme sortie, mais il y a plein de choses qui sont pas mal pour les développeurs. Donc, on Vous a- avez le lien de la release note dans les notes de l'émission. Exactement. Et la dernière release importante, c'est MongoDB 2.6.
Et là, c'est une release importante parce qu'ils ont quand même beaucoup amélioré le système. Ils ont notamment réécrit le système de requêtage. Donc ça change pas les requêtes que nous on écrit, mais c'est juste que du coup c'est plus rapide. Ouais, le moteur C'est d'exploitation. plus rapide et plus simple à développer derrière. Ouais, donc il y a plein d'autres choses, la security fix, des améliorations de performance. MongoDB c'est encore relativement récent, donc je pense qu'il y a encore pas mal de marge. Ouais. Voilà, donc ceux qui utilisent MongoDB, allez voir la release 9, vous trouverez le Est-ce lien que dans ce dans serait les pas notes de quand version. même la base NoSQL la plus démocratisée? Bah si, Non? clairement. Il me semble hein, quand même. Ouais. Hein. Si tu dois choisir un leader dans les bases NoSQL, moi j'aurais dit MongoDB. Je me trompe quand je dis ça? Qu'est-ce que tu penses? Non, je Non, pense que c'est ça. ouais, moi j'aurais dit ça. Hein. Ouais. De ce que je vois passer, je vois beaucoup parler de MongoDB et je trouve qu'ils évoluent beaucoup. Ouais. Bah, je sais que dans Rails, quand c'est pas dans une base de données relationnelle, c'est toujours Mongoid qui est utilisé. C'est un gem qui permet c'est un driver en fait pour MongoDB. D'accord. Bah, ouais. Donc voilà. Donc pour moi, il me semble que c'est la plus utilisée. C'est pas à nous dire si on se trompe dans les Noté. commentaires. Yes, Si c'est possible. bah ouais, bien sûr. Hein. On aime bien comme ça quand vous revenez nous voir en disant non, non, c'est des bêtises. Ah, t'as dit de la merde là. Il faut que tu te corriges. Bah voilà, on a fini pour les news. Ouais, c'est fini pour la section veille. Et maintenant, on passe au dossier.